news de ce soir avec du handball. La France perd sa couronne européenne. Les handballeuses françaises sont passées à un doigt de conserver leur couronne européenne. Mais au terme d'un match disputé, eh bien, ce sont les Norvégiennes qui ont décroché le trophée de championne d'Europe en battant la formation tricolore 22-20 dimanche 20 décembre à Herning au Danemark. Une symphonie inachevée pour les Bleus, mais qui permet de regarder avec envie vers les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, tout à fait, Tia. Ça a été un gros choc. Il faut dire qu'affronter la Norvège dans une grande compétition en finale, c'est un peu comme si on affrontait le Brésil en football. Eh bien, ça a commencé depuis 1999 où la Norvège et la France se sont rencontrées. Et les deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises en grand championnat depuis la médaille d'argent des Françaises aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. En demi-finale de l'Euro 2016, les Norvégiennes avaient pris le dessus. 20-16, et c'était paré d'or. L'année suivante, les Françaises avaient pris leur revanche en finale du Mondial 2007, 23-21. Eh bien, il faut dire que la Norvège est passée devant les Françaises. Eh bien, les filles d'Olivier Crumbles ont quand même résisté, ont tout fait pour faire face à cette équipe norvégienne qui a été décidément trop forte pour les filles d'Olivier Crumbles. Je suis parfaitement d'accord avec Balo. C'est une équipe de France méritante sur l'ensemble de la compétition. Sur ces dernières années, cette équipe de France est très très forte. Championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018. Mais quand même en face, il y avait effectivement cette équipe de Norvège. Oui. La Norvège, depuis 1998, c'est 8 titres de championne d'Europe avec 13 participations. Autrement dit, c'est l'équipe, l'adversaire la plus redoutable pour cette équipe de France, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Si vous y ajoutez France-Norvège, si vous y ajoutez le Danemark et la Russie, hommes et femmes, vous avez les meilleures nations de handball au monde. Et donc, bravo aux Norvégiennes. Mais surtout, rendez-vous l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Et là, ça va être notre paire de manches entre Françaises et Norvégiennes. En tout cas, c'est une super finale pour 2 équipes qui ont complètement, mais totalement dominé la compétition. Les Françaises ont perdu. Et félicitations aux Norvégiennes qui confirment qu'elles restent une solide formation en ce qui concerne le handball féminin. Donc, les Françaises rentrent bredouille, on va dire tout simplement, sans dame coupe. On va le dire, c'est le 5e podium sur les 6 dernières compétitions. Donc, elles effacent leur élimination prématurée au premier tour du mondial 2019. Pour la première fois depuis l'Euro 2016, la Norvège remonte sur le podium, oui, c'est-à-dire la première place. Et puis, comme Roger Stéphane l'a dit, pour les JO 2021, les 2 équipes pourraient se retrouver. Absolument. Et aussi, il faut savoir que lors de cette finale, quand même, c'est vrai, en face, c'était une équipe norvégienne qui était favorite face à la France, mais la France aussi a joué en infériorité numérique pendant 2 minutes, et c'est en ce moment-là que les Norvégiennes ont profité pour prendre l'avance. Et puis, derrière, il y avait une gardienne norvégienne mais qui était en état de grâce, qui a arrêté, je dirais, presque toutes les offensives de l'équipe de France. C'est vrai, dans les 30 dernières minutes, les Françaises ont dominé, mais en face, il y avait une très très bonne gardienne norvégienne qui les empêchait de pouvoir soulever cette coupe. Absolument. Félicitations donc à la Norvège. Avant de poursuivre, messieurs... Mais vous êtes beaux avec vos chapeaux. Oh, et puis, je vais essayer je ne dirais pas lequel est mon préféré. Hein. Suivez mon regard, Roger Stéphane. Surtout quand vous parlez avec tant de sérieux, et ça bouge comme ça sur la tête. Ne le dites surtout pas. Votre préféré, c'est Ballot. Allez, on poursuit avec du judo. Le TAS confirme la suspension de la championne olympique. Le tribunal arbitral du sport a rejeté lundi l'appel de la brésilienne Rafaela Silva, championne olympique en titre de judo. Rafaela Silva, sacrée dans la catégorie des moins de 57 kilos aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, avait été contrôlée positif au phénotérol, un produit utilisé notamment pour le traitement de l'asthme, le 9 août 2019 lors des Jeux panaméricains. Elle avait écopé d'une suspension de 2 ans par la Fédération internationale de judo et cette sanction avait été confirmée en appel le 22 janvier dernier. On va dire bien dommage pour elle. Rafaela Lopez Silvia, elle est née le 24 avril 1992 à Rio de Janeiro. Et puis, elle devient la première championne quand même du Brésil en 2016. Elle remporte la première médaille d'or pour le Brésil dans sa ville natale lors des JO de 2016. Elle est devenue championne du monde en 2013 à Rio également. Quand on pousse un peu son palmarès, c'est 2 médailles en or au championnat panaméricain 2012-2013.
2013, une médaille en or au championnat du monde en 2013 et une médaille d'or au JO 2016. Une grande championne, mais avec ce problème de dopage, elle aura vraiment des problèmes pour pouvoir enchaîner ses performances. On dira qu'elle ne pourra pas défendre son titre au JO prochain. Et puis, il faut savoir que depuis le début de cette histoire, elle clame son innocence. Elle affirme avoir été contaminée accidentellement au cours des Jeux panaméricains à la suite de contacts avec sa colocataire ou des supporters. Ensuite, elle a précisé aussi, elle a ajouté qu'une hypothèse était que la substance lui avait été transmise par un bébé, la fille d'une amie qui faisait usage de produits contre l'asthme. Donc, jusqu'à présent, elle continue de clamer son innocence. Mais bon, la décision est là, elle est tombée. Et puis, ben, voilà, elle ne pourra pas défendre son titre aux JO prochains. Ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Une grande championne, hein, pourtant. Bien sûr. Mais bon, ce sont les lois du sport et on ne peut pas aller à l'encontre. Hein. Du football maintenant, une nouvelle pelouse. Ah, et ça devrait vous plaire et vous contenter, messieurs. Une nouvelle pelouse annoncée à Ebimpe. Oui, inaugurée le 3 octobre 2020, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe est confronté à de nombreux dysfonctionnements. Hein. Paulin Claude d'en haut a pris l'engagement ferme de tout mettre en œuvre pour corriger tous les dysfonctionnements, dont celui qui concerne la pelouse. On en a énormément parlé ici sur le plateau. Il a déclaré ceci, je peux assurer les Ivoiriens que d'ici l'année prochaine, ils auront une pelouse à la hauteur de ce joyau architectural. Et ça sort quand même de la bouche de notre ministre des Sports. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Ebimpe. Parce que l'un des gros problèmes à Ebimpe, naturellement, c'est la pelouse. Et tout le monde s'en plaint. Joueurs, entraîneurs, supporters, tout le monde s'en plaint. Et donc, on est content de savoir que l'impair va être corrigé par rapport donc, à la pelouse de Ebimpe pour les clubs, mais aussi pour la sélection. On y a vu la SEC et l'Africa. On y a vu la sélection nationale, on y a vu l'équipe du RCA, on se prépare à voir également l'équipe du Football Club de San Pedro. Ça fait un peu beaucoup. Bon, là, c'est une promesse du ministre des Sports. Il parle de l'année prochaine, mais il faut faire vite parce que dès le mois de mars, on aura les éléphants pour les éliminatoires, la 4e, 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN. Donc, il faut faire vite. Mais dans tous les cas, c'est bon de le promettre. Maintenant, comment ça va se faire? On attend de voir. Parce que vraiment, cette pelouse n'était pas du tout, même pas du tout à la hauteur de notre joyau qui porte le nom donc, du chef de l'État. On attend de voir effectivement comment cette correction va se faire du côté d'Ebimpe. Mais en tout cas, oui, Ebimpe a vraiment besoin d'une nouvelle pelouse. Quand on parle de bon stade, déjà la pelouse, la qualité de la pelouse, je dirais, prend 60%. On a vu Ebimpe, l'architecture, elle est magnifique, mais derrière la pelouse, ça laisse à désirer. Mais on se rappelle ici sur notre plateau, M. Blatil, Espérant Gazon, Absolument. quand il passait, il avait évoqué avoir eu le projet de la pelouse d'Ebimpe à 6 mois du début de la compétition, c'est-à-dire à 6 mois du début de la CAN 2023. Maintenant, est-ce que ça sera avancé, je dirais, ce projet avec M. Blatil? On ne sait pas, mais déjà, cette nouvelle arrive pour faire du bien aux équipes qui vont évoluer du côté des Bimpe, parce qu'on le sait, pour l'instant, l'équipe, le stade Robert Champrou de Macquarie n'est pas disponible, le stade Félix Houboyen également n'est pas disponible, on ne peut pas jouer des matchs internationaux du côté du Parc d'Espoir de Treichville, donc le seul stade, la seule enceinte qui est disponible actuellement, c'est Ebimpe, et il faut avoir une très bonne pelouse. Déjà, avec les compétitions à venir, notamment le FC Saint-Bédeux qui va recevoir son match retour de la Coupe de la Confédération face au Yaraf, ça sera à Ebimpe. L'équipe du Racing y a joué en ce qui concerne la Ligue des Champions. Donc, on espère avoir une très bonne pelouse pour les échéances à venir, non seulement pour la Ligue des Champions, la Coupe CAF, et aussi pour les éléphants et peut-être d'autres compétitions. Je dirais enfin, j'espère que cette pelouse sera surtout de qualité tir. On attend de voir. Mais très belle intervention d'Angelès. Voilà, ça méritait d'être dit. Allez, Buffon, ouais, lui, il risque une suspension pour blasphème. Et oui, étonnant, hein. Le gardien de la Juventus, Gianluigi Buffon, fait l'objet d'une enquête par la Fédération italienne de football après des propos qui pourraient être jugés blasphématoires, a indiqué la Fédération mardi. La gloire du football italien, encore en activité à 42 ans, aurait utilisé une expression blasphématoire en s'adressant à son coéquipier Manolo Portanova lors de la victoire 4-0 de la Juventus contre Parme le week-end dernier. Oui, Tia. C'est étonnant quand même. Étonnant de la part de Gianluigi Buffon, quand on connaît son caractère plutôt posé et calme. Absolument. Il faut préciser que ce n'est pas dans le cadre
des caméras de la pelouse que cela a été capté. C'est par un enregistrement audio. Et c'est dans ce cadre-là que la fédération italienne va donc interroger Gianluigi Buffon pour lui demander sa version des faits. Mais c'est quelque chose de dommageable pour le gardien de 42 ans qui tire vers la fin de sa carrière pratiquement. Et c'est une mauvaise nouvelle pour Buffon en tout cas. Il faut savoir qu'en Italie, les acteurs du terrain s'exposent à des sanctions en cas de propos considérés comme un manque de respect à Dieu ou au sacré. Donc, c'est connu en Italie. Donc, il faut sanctionner Buffon parce qu'on ne joue pas avec Dieu, j'ai envie de dire. Même si j'ai du respect pour cet excellent gardien, il a 42 ans, il continue de faire rêver avec l'équipe de la Juve. Il détient un record. Il a le record de nombre de matchs joués en Série A, 653 matchs pour ce Buffon, qui aurait pu être ballon d'or à une certaine époque, il était au sommet de sa carrière avec la Squadra Azzurra, l'équipe nationale italienne, et la Juventus de Turin, un peu comme Lev Yassin, le seul gardien à avoir obtenu le ballon d'or. C'était en 1963. Et Buffon un peu dans cette lignée. C'est un joueur emblématique qui, à mon avis, aurait pu se réserver un peu par rapport à de tels propos. Dieu est sacré. Le sacré est sacré également du côté de l'Italie. On ne joue pas avec. Bon, j'espère qu'il va être sanctionné. Et la sanction, je pense que c'est un match de suspension qu'il devait prendre. Ça a été déjà fait pour certains joueurs du côté de l'Italie. Mais enfin bref, ça va servir d'exemple parce que Buffon n'a pas été exemplaire sur ce coup. Et surtout, ce n'est pas la première fois de Buffon. Déjà, dans le passé, il était contraint de s'excuser, bien sûr, pour avoir prononcé le mot Dio. D'après lui, il dit tout simplement qu'il a dit oncle Zio plutôt. Ce n'est pas vrai. Donc, la semaine dernière, il y a eu le joueur de l'AS Rome, Christian Cristante, qui a été suspendu un match pour blasphème, autant pour moi, après avoir manqué de marquer contre son camp, autant pour moi. Alors, on dit que ce sont des propos qui pourraient être jugés blasphématoires. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Donc, on ne peut pas parler de sanctions. Il faut maintenant mener, c'est comme une sorte d'enquête. Après, attendre les résultats de l'enquête pour voir si, oui ou non, Buffon a sorti ses propos. Donc, pour l'instant, je ne pense pas. C'est une sorte d'enquête et puis on va attendre les résultats. Il a sorti les propos, ça a été entendu dans l'enregistrement. Non, mais ce n'est pas vérifié. On dit seulement, pourrait être. que c'est la donc, qualité. on n'a pas la, voilà, c'est le degré de voix. Mais dans tous les cas, parlant de Buffon avec ce type d'exemple, ce n'est pas une bonne chose. Buffon, c'est un exemple, c'est un modèle. On est d'accord, voilà. mais pour l'instant, je veux dire, on utilise le conditionnel. Le Ça n'a pas encore été prouvé. Voilà. Ouais. Donc, on laisse les enquêtes. On laisse les enquêtes se poursuivre. Voilà, exactement. Allez, on continue avec le crachat de Thuram, qui était involontaire, selon son père. Le crachat de l'international français du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, sur un adversaire en Bundesliga, est un geste involontaire, a justifié son père, Lilian, qui s'est senti lui-même extrêmement choqué dans un premier temps. Je me suis même posé la question à savoir, est-ce que c'est vraiment mon fils en fait, a expliqué Lilian Thuram sur RCI, alors que le Guadeloupéen, en vacances dans l'archipel, venait présenter son livre « La pensée blanche ». Henri Jo, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, j'ai suivi un peu l'intervention de Lilian Thuram après ce geste de son fils. Il avait dit que, comme vous l'avez dit, il n'arrivait pas à comprendre le geste de Marcus. Même Marcus lui a dit non, ce n'est pas un truc qui a été fait sciemment. C'est vrai, il s'exprimait. Il exprimait sa colère face aux joueurs et on sait tous que souvent, quand on se met à parler, il y a des jets de salive qui peuvent sortir sans qu'on ne le veuille. Donc c'est arrivé. Moi, je ne pense pas que, et je suis d'accord avec Lilian Thuram, je ne pense pas que Marcus Thuram l'ait fait sciemment pour voilà. Bon, il y a quand même une différence entre un postillon et un crachat. La vidéo est claire là. Non, mais maintenant, bon, je vais dire que c'est un peu... bon, alors, il y a un peu léger, je pense. Lilian Thuram, il défend son fils, on a compris, mais le geste est vraiment impardonnable. La vidéo est claire, elle est limpide, on voit le garçon faire le geste carrément. Je suis d'accord un peu avec Yellow, qui disait il n'y a pas longtemps que si cette action-là avait été le fait d'un joueur blanc sur un joueur noir, ça aurait été la catastrophe mondiale sur l'action. Bon, c'est fait. Maintenant, Lilian Thuram, le père qui parle, il a de quoi convaincre son garçon de se maîtriser dans un match de football parce que le père a été lui aussi un très grand joueur, défenseur axial et latéral avec l'équipe de France et en club. Bon, il a l'espérance nécessaire pour pouvoir convaincre son fils de ne pas avoir de tels comportements sur un terrain de football. Il ne faut pas faire, j'ai envie de dire, comme Djouma Saïd qui a été dribblé il n'y a pas longtemps et qui a presque agressé son adversaire. Non, le football est fair play, il faut apprendre à se maîtriser et ce geste est vraiment impardonnable de la part du jeune Marcus Thuram. Balo,
connaissant Lilian Thuram, hein, connaissant le tempérament aussi et surtout les combats de Lilian Thuram qui vraiment s'offusque de l'injustice et qui défend vraiment la cause de, voilà, des Noirs, Ouais, etc. Est-ce que vous ne vous attendiez pas plutôt à trouver un Lilian Thuram qui assume justement et limite gronde son fils, hein. Bon voilà, il a fait ça, il n'aurait pas dû faire ça, il faut qu'il en paye les conséquences maintenant. Vous n'attendiez pas plutôt dans ce registre-là? Oui, bien sûr, mais il a quand même nuancé ses propos. Il a d'abord dit que peut-être que son fils ne l'a pas fait sciemment, mais il a été quand même choqué par ce que son fils a fait sur le terrain et il estime pour lui que ce geste ne doit pas exister sur un terrain de football. Et je pense que Lilian Thuram a quand même nuancé ses propos, même s'il n'a pas, comme on dit, condamné fermement cette action. Mais il aurait dû condamner. Il aurait dû condamner l'action parce que Thuram, comme vous dites, l'action de son fils-là lui pose problème par rapport à sa posture, par rapport à ses combats, par rapport à ses écrits, par rapport à ses prises de position. L'action de son fils-là lui pose problème. Et à mon avis, je suis parfaitement d'accord avec vous, il aurait dû même condamner avec la dernière énergie ce que son fils a fait pour que ça ne serve pas d'exemple, pour que lui d'ailleurs, un peu plus tard, il ait des arguments pour pouvoir continuer le combat qu'il mène depuis par rapport à ses prises de position. Donc je suis parfaitement d'accord, il aurait dû vraiment condamner avec la dernière énergie l'action posée par son fils Marcus Thuram. D'accord, allez, on va terminer ce LGT News avec cette nouvelle qui est tombée hier. Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On en avait parlé sur le plateau. Eh bien, je vais réitérer ma question. Paris a-t-il raison de se séparer de Tuchel, sachant que, on le rappelle, il est quand même le seul entraîneur de l'histoire du club à être arrivé en finale de la Ligue des Champions. On va faire un tout petit tour de table. Roger Stéphane. Est-ce qu'il paye le prix d'une dernière polémique? Parce que sur la prestation et les résultats actuels de Paris, on l'a interrogé il n'y a pas longtemps, il a dit ceci: les difficultés de Paris sont liées au manque de préparation d'avant-saison. Ensuite, il y a eu l'enchaînement de tous les matchs avec la reprise, la Ligue des Champions, plus tous les internationaux qu'il y a dans cette équipe de Paris qui rejoignent leur sélection pour disputer les matchs amicaux et les éliminatoires. Et en plus, tous les blessés qu'il y a au sein de cette équipe de Paris Saint-Germain, qui il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur le dernier match avec un tacle qui allait sauver l'équipe de Paris, ils ont perdu peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe parisienne, qui est Marquinhos. Donc tout ça fait que oui, Paris est en difficulté et Thomas Tuchel n'est vraiment pas le responsable unique, j'ai envie de dire. Donc pour vous, Paris n'a pas raison. Mais ils n'ont pas raison de limoger un entraîneur qui a conduit quand même cette équipe en finale de la Ligue des Champions. C'est une grosse erreur que vient de commettre le board du Paris Saint-Germain et j'ai envie de voir quel entraîneur sur cette planète viendra coacher Paris et faire gagner Paris avec, je dirais, à chaque journée, près de 7 joueurs titulaires blessés. J'ai bien envie de voir cet entraîneur. Oui, pour moi, ce n'est même pas le bon moment. Au-delà même de la qualité de la compétence de Thomas Tuchel, ce n'est pas le moment de virer un entraîneur, surtout en début de saison où le Paris Saint-Germain est en train de retrouver ses marques petit à petit. Je pense que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tout faux là-dessus. Heureux de Paris, je veux dire peut-être c'est l'un des meilleurs entraîneurs de Paris. C'est 6 trophées avec le Paris Saint-Germain depuis 2018, 98 victoires, 12 nuls et 20 défaites. La saison 2018-2019, c'est 72,72% de victoires. 2019-2020, c'est 81,63% de victoires. Pourquoi limoger quelqu'un qui fait du bon job? Bon, eh bien, dans tous les cas, on suppose qu'il va retomber sur ses pattes, Thomas Tuchel. Rapidement d'ailleurs. C'est tout ce qu'on lui souhaite et on attend de voir qui va le remplacer. Allez, on en a fini avec ce LGT News et vous savez que c'est le soir de Noël, oui, et on a prévu plein de petites surprises, plein de petits cadeaux comme ça tout au long de l'émission. Ils vont se glisser comme ça. Eh bien, le premier de ce soir, le premier cadeau qu'on vous propose, eh bien, c'est une image qu'on a trouvée sur le net. Une image bien sympathique qu'on va vous proposer de regarder dans un instant. Une image de sosie, oui, de joueur de football. Regardez et puis vous allez me dire qui vous pensez avoir reconnu dessus. Alors, ok. Bon, le dernier, c'est facile. Alors, là, c'est qui? Ibrahimovic. Ronaldinho. Ok. Pelé. Oui. Marcelo. Marcelo. Ok.
Ah, lui, il est difficile. Daniel Alves. Daniel Alves. Dani Alves, bah oui. Et Neymar. Ah bah oui, sympa quand même, hein. Sympa. Bon, le Daniel Alves moins que les autres. Voilà. Mais vous êtes... mais c'est terrible, hein. Soir de Noël. En fait, vous auriez dû vous mettre en Grinch ce soir, hein. Ah, mais non, c'était sympa. Bon, allez, voilà. Allez, je vous rappelle que c'est une émission spéciale Noël avec nos petits amis derrière, notre public en délire. Ouais. On va leur poser quelques questions tout à l'heure. Ben oui, parce que c'est pas un public ordinaire. Non, 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 non. Ils sont cachés derrière leur masque. Mais ce sont peut-être les futures stars de demain. On vous expliquera tout dans un instant. Pour le moment... Et puis, oui, notre jeune public en délire, bon, on a bien reconnu... ouais, on a enlevé votre masque, voyez. 3 intrus. Qui se cache derrière ce joli cache-nez jaune? Oh! C'est la mère Noël. Non, pas du tout. Tiens, sur votre gauche, Et sur ma gauche. Sur votre gauche, voilà. Oh! C'est le lutin de Noël. D'accord, merci beaucoup. Ben oui, et puis bon, on a le père Fouettard aussi qui est... D'ailleurs, Jojo, approchez un petit peu. Bah ouais. Hein. Mais bon, on espérait vous voir en Père Noël quand même. Mais c'est pas grave, ça, c'est mieux. Ah, dites-moi merci, hein. J'ai ça fait cherché peur un le petit déguisement de peu, Père hein. Noël là, au marché de Couté, partout. Même au marché gros, il n'y a pas. Non, dites-moi merci. Bon, déjà, c'est un ami qui m'a passé ça à 500. C'est la location, oui. On va en Belgique là-bas. Ah oui, mais c'est la femme qui va en Belgique, elle avait un truc. C'est-à-dire, les Pères Noël est maintenant la même, c'est pas la peine quoi. Ils dansent devant les supermarchés. Bon, de toute façon, voilà, ça c'est vous qui voyez. Hein, moi, Bon, ben écoutez, merci. Ça fait un peu peur quand même, je dois vous l'avouer. Mais bon, allez, asseyez-vous, Jojo. Ouais. On va poursuivre notre émission avec le focus de Noël.